on est tout de suite avec deux de nos premiers invités. Tout à l'heure, on sera en visio. Tout d'abord avec Sabine Mercier. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes la DAF et la DRH de Fluidgent. C'est une entreprise basée au Kremlin-Bicêtre, donc en région parisienne, qui est un des leaders dans la conception et la fabrication, vous me direz si je me trompe, dans l'instrumentation scientifique pour les contrôles des fluides, que ce soit gazeux ou liquides, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et on peut employer le mot de microfluidique. C'est le domaine de la microfluidique, qui est un secteur très porteur Ouais. et en forte expansion. En forte expansion. Vous êtes d'ailleurs une PME innovante, hein. Vous n'êtes pas une start-up parce que vous êtes là déjà depuis de nombreuses années. Mais vous êtes un peu sur le mode start-up finalement parce que vous êtes en hyper-croissance. Hein. C'est ça. Donc Fluidgent est une société basée au Kremlin-Bicêtre qui existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Ouais. C'est une spin-off de l'Institut Curie. Et effectivement, on est une PME et on est en très forte accélération. Donc on s'appelle Scale-up. Voilà, exactement. Donc dans l'hyper-croissance. À l'export, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors à l'export, pour nous, c'est vraiment très important puisqu'on est à plus de 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. Ouais. C'est ce qui vraiment a drivé la croissance de la société. On a déjà 2 filiales, une qui est basée à Boston et depuis 8 ans, et une deuxième, pareil, basée à Jena, en Allemagne, depuis 8 ans. Donc vraiment très tôt dans notre développement, on est très vite été sur l'export pour représenter la part majeure de notre chiffre d'affaires. Alors, Sabine, Fluidgent, le modèle commercial à l'export et l'organisation commerciale à l'export, vous avez cité les deux principales filiales, donc évidemment sur des gros marchés, hein, Allemagne, Europe de l'Ouest et puis États-Unis, côte Est, côte Ouest, hein, j'imagine, mais peut-être d'abord la côte Est. Alors quelle est un peu l'organisation commerciale et pour quel type de marché? Ce sont d'abord les académiques ou ce sont aussi les industriels en R&D auxquels vous proposez votre instrumentation? Alors effectivement, on a 2 filiales basées aux États-Unis et basées en Allemagne pour l'Europe de l'Ouest. Et aussi, on est en train de se développer fortement sur l'Asie. On va installer notre première personne en Asie, à Singapour, très prochainement. Notre clientèle historique, c'est une clientèle académique, effectivement. Donc les chercheurs dans les labos, au MIT, à Harvard, à Pasteur, à Curie. Donc là, c'est un B2B, mais qui est en fait un peu un B2B directement aux consommateurs, aux utilisateurs. Et depuis quelques années, on se développe très fortement. C'est vraiment ce qui tire notre croissance. Pour aller adresser directement les industriels, dans leur R&D. Dans leur R&D, et même pour être intégré, on devient un composant aussi de machines encore plus sophistiquées. Donc, on se développe aussi sur un deuxième segment de marché. Et donc, 2 segments de marché et une géographie worldwide. Alors, avant qu'on parle des problématiques de recrutement pour l'export ou à l'export, le modèle à l'export, c'est donc des équipes locales dans les 2 filiales que vous évoquiez, et puis ils font surtout du business développement ou est-ce qu'ils font du support, un peu plus large que ça, hein, et de la commercialisation. Et puis, quel est le support commercial à l'international qu'il y a au Kremlin-Bicêtre? Alors, au Kremlin-Bicêtre, il y a le headquarter, et il y a aussi une équipe qui est dédiée aux marchés qui sont français, UK, et aussi Asie, et donc après les 2 autres filiales. Et pour l'Asie, là on est dans un modèle indirect avec des distributeurs qui sont basés chacun dans un pays différent. Donc bien évidemment le Japon, la Corée, la Chine, Taïwan, Singapour, l'Australie aussi. Et ce sont des distributeurs qui, eux, vont être en contact avec le client et vont revendre en fait nos instruments. D'accord. Au niveau des équipes commerciales, que ce soit les équipes basées au Kremlin-Bicêtre ou dans les 2 filiales, il y a une part très importante dédiée au support après-vente, où effectivement, c'est tant dans l'assistance aux clients, dans la mise en œuvre, la mise en place de leur instrument, qu'après, pendant toute la durée de vie de l'utilisation de l'instrument, on est très, très attentif à procurer ce service. Et nous, ça nous donne aussi beaucoup d'enseignements sur le fonctionnement de nos machines. Alors, cette problématique donc du recrutement à l'international ou pour l'international, qu'est-ce qu'on peut en dire chez vous, par exemple, Sabine Mercier, sur Fluidgent? Vous n'êtes pas une start-up affriolante, mais en même temps, vous êtes une belle PME innovante. Vous n'êtes pas non plus un grand groupe. Bref, vous êtes un peu, comme on dit vulgairement, le cul entre 2 chaises. Et comment faire en sorte pour que les gens puissent être recrutés? Comment attirer de très bons commerciaux à l'international? Quelle est un peu votre problématique, vous, aujourd'hui, du recrutement à ou pour l'international? Alors, c'est effectivement un grand challenge. On ne va pas dire difficulté, parce qu'en même temps, c'est intéressant de relever.
mais c'est un grand challenge. On va être beaucoup sur une population de commerciaux, mais en fait, on est sur des produits qui sont très techniques, très spécifiques. Donc, on a besoin de commerciaux qui vont avoir une forte appétence pour les instruments scientifiques. Et donc, souvent, un profil ingénieur technico-commercial, c'est quand même idéal pour faire le business. Plus ingénieur que commercial ou alors, plus commercial qu'ingénieur? Eh bien non, en fait, le mieux, c'est quand même l'ingénieur qui, après, en même temps, a envie de faire du business. C'est plutôt dans ce sens-là, alors. C'est en général plutôt dans ce sens-là. Mais on peut aussi avoir des commerciaux qui ont quand même, pendant 20 ans, travaillé dans les biotech. Et ça, c'est un enjeu majeur parce qu'on est quand même nombreux de biotech, des sociétés qui ont besoin de cette typologie. Et il n'y en a pas tant que ça en sortie d'études. Voilà. Ouais, et alors, qu'est-ce que vous pensez du système? On en a parlé tout à l'heure, avec Éric Forestier, qui est donc conseiller du commerce extérieur sur toutes les problématiques de formation. Il y a maintenant un BTS à l'international, bon ça c'est peut-être au niveau un peu plus bas, qui s'est beaucoup professionnalisé. Et puis on essaie d'avoir ces doubles cursus, de mettre ça en avant. Un double cursus école d'ingénieur IAE, par exemple, ça se trouve ou c'est rare? Alors, ça se trouve, mais c'est rare. Ouais. Et effectivement, au niveau des écoles d'ingénieurs, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais traditionnellement, c'est un enseignement quand même très technique, très scientifique. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a peut-être beaucoup des ingés qui pourraient se développer une fibre un peu commerciale, un peu business, un peu développement, mais qui n'en ont pas forcément l'idée. Donc, le challenge, il est là. Il faut qu'on arrive à trouver quand même à travailler avec l'enseignement sur ces aspects-là. Comment faites-vous pour trouver donc cette perle rare là aussi qu'on évoquait tout à l'heure, ou mouton à 5 pattes comme on voudra, pour attirer ces talents dont vous avez besoin? Et je l'ai dit, vous n'êtes ni start-up ni grand groupe, mais par contre vous êtes très identifié comme belle PME innovante et très tournée vers l'international. Voilà, donc là il y a vraiment un enjeu de marque employeur qui est pour une société comme nous effectivement déterminante pour se faire connaître, parce qu'a priori, on n'est pas très connu. Les scientifiques nous connaissent, donc eux viennent un peu nous voir. Les autres, notamment les commerciaux, ne pensent pas forcément à nous. Donc, on doit mettre en avant justement cette société qui a beaucoup d'aspects intéressants. Qu'est-ce que c'est? C'est d'être une société qui a 60 personnes, mais qui en même temps est présente sur tous les métiers, toute la chaîne de valeur. Donc, c'est intéressant d'avoir dans son quotidien, à côté de soi, les équipes R&D, les équipes de prod, les équipes marketing, les équipes sales. Et typiquement pour des personnes du business qui vont être près des clients, c'est super de pouvoir repasser au bureau et de parler avec la R&D, de parler avec le marketing et d'avoir une action immédiate sur la résolution des problèmes ou alors des idées qui peuvent ramener et que ce soit mis en œuvre tout de suite. Donc ça, c'est assez déterminant dans notre marque employeur, c'est d'être une société qui permet d'offrir une réactivité très forte, une autonomie, des vrais plans de développement aussi pour les carrières, puisque quand vous êtes en hyper-croissance, les lignes elles bougent très, 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 très vite, quoi. Est-ce que l'international, entre guillemets, excite toujours les jeunes à partir ou pas? On en a parlé aussi tout à l'heure, peut-être moins d'appétence, peut-être plus, ils travaillent plus en solo aujourd'hui, plus en télétravail, et donc ils ont moins l'envie d'aller sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ces 2 dernières années, l'international a pris un coup dans l'aile. Et donc, il faut un peu, même nos commerciaux actuellement, il faut un peu leur réapprendre à sortir d'un confort que finalement ils ont développé et de retourner un peu en tournée terrain avec des désavantages, des horaires, des choses comme ça. Et en même temps, un excitement terrible d'aller directement chez les clients, d'aller voir leur réalité. Et ça, en même temps, ça redonne beaucoup de créativité et beaucoup d'énergie, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un challenge de reparler international. Qu'est-ce qu'on peut en dire, le VIE chez vous? C'est pas évident peut-être dans vos métiers, non? Alors, on a en fait l'histoire de la filiale américaine. C'est a commencé par un VIE de l'équipe France qui était parti aux États-Unis. Et voilà, après ça a été le point de départ d'une filiale maintenant qui existe depuis 8 ans. Et effectivement, sur notre développement Asie, on va chercher d'abord quelqu'un d'un peu plus senior, qui a une grande capacité de couvrir plusieurs marchés. Mais moi, l'idée pour l'année prochaine, c'est qu'effectivement, on lui mette des VIE dans à Singapour notamment, de votre nouvelle filiale, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc peut-être pour aller traiter spécifiquement un marché ou un autre. Vous allez trouver ce VIE où il doit être technico-commercial, il doit être ingénieur, il doit être fonction support, service après-vente, dans un domaine... hyper technique, hyper abstrait aussi. On a du mal à percevoir. Oui, on vend pas des parfums, on vend pas des biens tangibles, grande conso. Alors effectivement, pour le VIE, on aura le même phénomène que pour le recrutement. C'est un peu, on cherche un peu un sauveur, on cherche quelqu'un
qui va être un génie et qui va être technique, autonome et en même temps pas trop cher et en même temps un tas de choses. Donc pour les VIE, c'est aussi un enjeu. En revanche, il y a quand même des appuis, il y a des vrais relais pour nous aider à avoir des bases de personnes candidates au départ. Et effectivement, c'est quand même un dispositif où là, il y a, la formation va être prédominante pour savoir si après c'est quelqu'un qui peut être autonome. Ouais. Mais on a le même challenge sur les VIE que sur les autres. Bon, on va conclure, hein, Sabine, Yann, sur... Bon, là, on a vraiment l'impression que tout se tend. Hein, tout est plus compliqué, le repli sur soi, etc. etc. Est-ce que tout ceci, aujourd'hui, commence à s'installer dans les esprits? Est-ce que vous êtes optimiste sur votre développement à l'international et sur vos recrutements à l'international? Vous êtes beaucoup dans la communauté des chercheurs, faites les salons, etc. Bon, c'est un petit milieu, on vous connaît, etc. Mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce que vous pensez que vous allez être freiné dans votre développement à l'international par le contexte et par ces problématiques de recrutement? Ah, effectivement, le contexte à l'heure actuelle freine de toutes parts. On n'a pas parlé non plus des composants électroniques. On est dans l'électronique. Dans le sourcing. Voilà, donc le sourcing, tous les deux, le sourcing des talents, le sourcing des composants. Effectivement, une frilosité au déplacement. On a quand même encore des géographies qui sont fermées. Donc, c'est une grande difficulté pour développer le business. Présenter les instruments. Nous, on ne peut pas tout faire en webinar. On a fait beaucoup de choses en webinar. Et alors, le recrutement? Et le recrutement, on va y arriver parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Ouais. On travaille beaucoup notre marque employeur. On va trouver les talents, mais c'est peut-être un petit peu plus lent de les trouver. Ouais. C'est aussi très exigeant sur l'employeur, mais ça, c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de sociétés ont fait des vrais progrès pour être beaucoup plus efficaces, plus transparents. Mais on va trouver les talents. Bon, ben parfait. Et ben merci à tous les deux. On a fait à peu près le tour, Sabine. Voilà, on a des offres d'emploi, Australie, Singapour. Nous, on en a aussi au Kremlin-Bicêtre pour un sales hunter. Ben, vous contactez aussi le MOSI donc à la suite de cette émission pour si vous êtes intéressé donc par Fluidgent. Sabine Mercier, DAF et DRH donc de Fluidgent dans le contrôle des fluides et des microfluides. Merci de nous suivre sur le MOSI, la Web TV du MOSI. On se retrouve dans un instant avec un dernier témoignage. Merci.